Donc, bonjour à toutes et à tous, et donc, merci d'être venus. Et ouais, je suis très content de voir des vraies têtes, en vrai. Ça change. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Bazel. J'ai même porté le t-shirt. Alors, ça va être une introduction à cet outil-là aujourd'hui. En 30 minutes, en fait, on peut pas faire plus que ça, mais je vais vous donner des liens à la fin de la présentation et pour que vous alliez un peu plus loin. Puis après, je resterai bien sûr disponible aussi aujourd'hui, mais sur Internet, si vous avez des questions. Euh, alors, bien sûr, en fait, cet outil-là, donc un Bazel, ça se trouve, en fait, ça va pas résoudre tous vos problèmes. Euh, on va voir d'ailleurs c'est quoi comme problème qu'on pourrait résoudre avec Bazel. Mais après, ça peut être intéressant de l'essayer. Ça peut valoir le coup. Il y a quelques années, en fait, j'ai eu du coup la chance de contribuer au projet Angular, donc dans la core team Angular. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai connu Bazel, donc l'outil. Alors, en fait, Bazel, je vais présenter rapidement, même si j'ai des slides par la suite, c'est un outil, un orchestrateur de build. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez l'utiliser sur vos projets pour essayer d'optimiser et de réduire les temps de build. En l'occurrence, ici, on a un exemple du projet Angular. Donc, le projet Angular, le code source d'Angular sur GitHub, en fait, initialement a été buildé par un ensemble de scripts shell. Mais une fois qu'ils sont passés sur Bazel, voilà, en fait, on est passé d'à peu près 1 heure de build. Donc, à chaque fois que vous ouvrez une pull request sur GitHub à l'époque, le temps que ça mettait pour tester les modifications, etc., ça prenait 1 heure. Et puis, ça prenait à peu près 7 minutes avec Bazel. En mode vraiment optimisé. Donc voilà, je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier ces gens-là de m'avoir accueilli à l'époque dans l'équipe et m'avoir aussi mentoré sur Bazel. Donc c'est grâce à eux que j'ai appris, on va dire, tout ce qu'il faut savoir sur Bazel et tout ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. Euh, pour expliquer donc Bazel, en fait, on va d'abord poser un constat, enfin essayer de comprendre en fait les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'écosystème. Alors pour ma part, ça va être JavaScript, mais j'imagine que ça peut être appliqué aux autres communautés, aux autres écosystèmes. Mais en tout cas, en fait, dans le monde JavaScript, le système de build, en fait, voilà, quand on build un projet TypeScript en JavaScript, pour moi, c'est pas encore top top. J'ai dit voilà, il est cassé en fait dans le sens où on fait tous ces outils-là qu'on connaît, euh, Webpack, Rollup, TypeScript, etc. se basent en fait sur Node.js. Node.js par défaut c'est single thread, donc en fait on ne peut pas exploiter la puissance des machines. Donc voilà, donc en fait c'est pas optimisé, c'est pas vraiment adapté et donc c'est très lent. Et le problème aussi vient du fait que lorsque nos projets grossissent, donc forcément, quand on fait un projet, on ajoute du code source, on ajoute des fichiers. Bah, plus on rajoute des fichiers, plus le temps de build en fait est lent, est très très lent, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc ça en prend beaucoup de temps à builder la première fois, mais à rebuilder aussi à chaque fois que vous faites une modification. Et puis aussi le syndrome de bah, moi ça marche sur ma machine, mais ça marche pas sur ta machine. Pourquoi? Donc on n'arrive pas en fait à avoir des builds reproductibles avec les mêmes versions de dépendance, etc., etc. Donc moi je m'appelle Wassim, je travaille chez Microsoft. Je suis obsédé par les développeurs, l'expérience développeur et les outils de dev pour les développeurs JavaScript. Vous pouvez me trouver sur Internet, sur Manikineko sur Twitter ou GitHub. J'ai contribué pas mal à des projets donc, dans l'écosystème open source, notamment Angular, mais aussi Bazel, il y a quelques temps, parce que voilà, depuis que j'ai eu ma petite fille, j'ai arrêté, il y a 2 ans. D'ailleurs, le titre est inspiré de cette expérience-là, et les graphiques aussi que vous voyez, voilà, à l'époque, on regardait beaucoup Viking en congé parental. Et voilà, donc beaucoup de contributions, beaucoup de participation. En fait, on essaie d'aider les différentes équipes, notamment Nest.js aussi et Compodoc. Et puis, je vous ai dit, j'aime beaucoup l'expérience développeur, donc je crée beaucoup d'outils pour les devs. Vous pourrez regarder après en détail. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du petit dernier, là, le Catsify. Alors, c'est pas un outil pour, pour les devs, mais c'est une petite idée, c'est un générateur de noms pour chat, voilà, parce que j'en avais besoin à un moment donné. Donc je l'ai utilisé, j'ai décidé de l'utiliser en fait pour vous expliquer aujourd'hui Bazel. Vous avez d'autres exemples sur mon site qui est simplement en fait mon GitHub. Du coup, ça c'est Catsify, c'est l'application. Donc le front est codé en Angular, le back est codé en... Alors c'est du serverless initialement,
Mais après, en fait, je l'ai un peu complexifié exprès pour vous expliquer aujourd'hui Bazel, parce que sinon, ça aurait été trop simple. Mais globalement, en fait, voilà, on clique sur le nom, ça nous génère un nom d'un chat. Après, on peut le tweeter si vous voulez. Assez fan. Hop. Du coup, ce projet-là, en fait, en s'amusant un peu dessus, je vous ai mis ici une capture d'écran des 2 derniers builds. L'avant-dernière, ça prenait à peu près 12 minutes, enfin, on va dire 11 minutes. Et puis, vous voyez, en fait, le dernier build a été divisé par 2. Donc ça, c'est grâce à Bazel. Et donc là, on va essayer de comprendre, en fait, ensemble, comment on peut faire ça. Comment on peut vraiment utiliser Bazel au maximum. Comme je l'ai dit initialement, donc Bazel, c'est un orchestrateur de build, c'est un projet fait par Google, open source. C'est en fait d'ailleurs ce qu'ils utilisent Google en interne pour builder le monorepo. Donc en interne, ça s'appelle Blaze chez eux, mais ils ont fait une version open source qui s'appelle Bazel, un petit jeu de mots. Voilà, donc ça permet en fait d'enrichir vos builds, vos systèmes de build, vos outils de build que vous avez déjà, et en leur donnant, on va dire, des super pouvoirs, comme je le mentionne ici. L'idée ici, en fait, c'est pas de remplacer vos builds. Si vous êtes, voilà, vous faites du Maven, vous faites du TypeScript ou du Cargo, peu importe, pour builder vos applications, vous allez garder ces concepts que vous connaissez déjà. Par contre, il y aura un petit exercice quand même pour apprendre un peu Bazel, apprendre la syntaxe, les paradigmes. Mais derrière, lui, il va juste va orchestrer en fait ces outils-là, Java, CCC et compagnie. Quelques avantages en fait à utiliser Bazel. Donc le fait qu'il il est capable de faire des builds incrémentaux. C'est-à-dire, voilà, en fait, on ne rebuild pas tout le projet, on va rebuilder que ce qui a été modifié. Le côté hermétique aussi, c'est que voilà, chaque package au sens Bazel va être hermétique. Du coup, en fait, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, sauf si vous l'avez bien mentionné en fait dans les différents manifestes. Et la partie composabilité, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire, en fait, créer un sorte de graphe de build pour mon projet, ce qui permet du coup de le paralléliser derrière sur des machines, enfin sur votre machine locale ou bien sur une instance qui tourne dans le cloud. Et le côté déterministique, c'est ce qui permet du coup de résoudre le problème. Ça marche sur ma machine mais pas sur la tienne. C'est-à-dire que pour un build donné, pour une version figée, on aura toujours le même résultat. Ce qui est intéressant avec Bazel, en fait, c'est qu'il est polyglotte. C'est-à-dire que sur un même monorepo, un même projet, on peut avoir, en tout cas les langages supportés, là, ce que j'ai listé ici. En fait, on peut tout builder avec Bazel. Alors, juste en adaptant bien sûr les manifestes de build, les fichiers de build, que je vous présenterai après. Et en fait, lui, il est capable du coup de lancer tout ça, en fait, et builder tout. Pour ma part, quand j'ai contribué au projet, en fait, j'ai pas mal contribué aux règles Node et TypeScript, mais du coup, je connais pas bien les autres règles. Après, voilà, il y a Bazel en fait qui est le moteur, puis après, en fait, on va venir coder des plugins pour venir du coup builder telle ou telle techno. Mais il y a un peu de tout. Hein, je vous ai mis ici juste un exemple. Il y a beaucoup de boîtes qui l'utilisent forcément. Angular, je crois que en tout cas il y a 2 ans, ils sont passés dessus. TensorFlow, c'est le gros projet en fait qui utilise Bazel. Donc, TensorFlow pour ceux qui font du machine learning. Après, il y a des contributeurs comme Spotify ou Asana ou Meetup aussi. Alors, quelques concepts, bien sûr ici, donc il nous reste 20 minutes. Et en fait, il nous fait à peu près 3 heures pour vraiment parler des différents concepts en détail. Donc là, je vais aller rapidement. Mais à la fin, vous aurez en fait un lien vers un autre slide deck qui est lui beaucoup plus conséquent pour introduire les différents concepts. Donc en fait, lorsqu'on bosse avec Bazel, le premier concept qu'on va devoir manipuler, en fait, mettre en place, c'est le système de workspace. Donc workspace ici, ça se manifeste par en fait la présence d'un fichier qui s'appelle workspace en majuscule dans un répertoire. Donc à partir de ce moment-là, vous avez ce fichier-là. Bazel sait que c'est la racine de votre projet, en grosso modo, votre monorepo. Donc c'est ce fichier-là qui va définir en fait les différentes dépendances que vous allez récupérer de l'extérieur et puis que vous allez du coup rendre disponible à votre projet en interne. Ça c'est pour le côté hermétique dont je parlais tout à l'heure. Là vous avez un exemple du coup. Bien sûr ici un exemple assez compliqué qui vient du code d'Angular où il y a beaucoup en fait une multitude de fichiers workspace. Dans 80% des cas, vous en avez besoin d'un pour votre projet. Mais pour bien démarrer, on va dire. On a aussi cette notion de package ou module dans la terminologie Bazel. Donc c'est pareil, ça se manifeste par la présence d'un fichier qui s'appelle build.bazel dans un répertoire. Et donc, lorsque vous avez un répertoire qui contient du code Java, vous avez du coup un fichier Bazel build. Pour Bazel, lui, c'est un module. Donc,
on verra en fait à quoi ça ressemble, ce qu'on pourra mettre dans ce fichier-là, mais en gros, c'est ce qui définit comment on va builder ce package-là, comment on va builder notre dépendance Java ou Rust ou TypeScript. Donc ça, par contre, c'est recommandé d'avoir en fait plein, en fait, de segmenter vos dépendances en fait, pour les rendre les plus, on va dire, fines possibles, si ça se dit ça ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus vous avez des packages assez petits, plus en fait Bazel va pouvoir les builder de manière complètement distribuée en parallèle en fait sur soit votre machine ou bien de manière distribuée aussi. Voilà, donc le contenu en fait d'un fichier build, ça définit globalement sa charge de dépendance, excusez-moi. Puis après, ça définit une règle, comment elle va builder. En l'occurrence ici, c'est quoi? C'est du Rust. Comment on va compiler en fait un fichier Rust en un binaire. Et puis après, comment on va prendre ce fichier Rust binaire, le compiler en WebAssembly. Voilà, donc ça, une astuce, une bonne pratique, on va dire. Gardez vos packages le plus, on va dire, fine-grained possible, les plus petits possible, pour derrière, du coup, exploiter la puissance du mode distribué. Et puis voilà, donc en fait, une règle, ça définit aussi en fait cette relation entre ce que je vais prendre en fait en entrée, ce que je vais compiler, ce que je vais transpiler ou builder, et d'ailleurs ce que je vais produire comme artefact ou comme binaire. En l'occurrence ici la règle TypeScript, en fait elle prend en entrée un ensemble de fichiers TypeScript, c'est logique. Puis derrière en fait elle va me générer du coup un fichier de définition, ce que j'ai mis en bas à ligne 14, 15, 16, et un fichier JS. Donc voilà, donc là je vous prends un exemple d'Angular. Donc en fait on prend du TypeScript, on le fait passer dans une moulinette, ici une règle qui s'appelle TS-Library, et ça, en fait, ça nous génère plein de JavaScript. Et après on peut prendre ces JavaScript et en fait et les faire passer dans une autre moulinette qui s'appelle Rollup Bundle pour générer un fichier unique à la fin. Donc concaténer tous ces fichiers là. Et donc en fait on appelle ça des actions, pardon. Donc en fait cette fameuse règle là, c'est comme une fonction mathématique, ça prend en fait en entrée des dépendances, ça génère un résultat. Et comme en mathématiques, en fait, c'est une fonction pure, c'est-à-dire pour le même ensemble d'entrées de dépendances, on aura toujours le même résultat. Le côté déterministe, du coup. Et puis on a l'implémentation derrière, donc ça dépend de l'équipe qui a implémenté la règle. En l'occurrence ici, j'ai simplifié cette implémentation-là en se basant sur, grosso modo, ça lance en fait un TSC avec un fichier de config et ça compile vos fichiers sources. Mais il y a beaucoup quand même de code pour cette simple règle. Un autre concept en fait qu'il faut connaître pour Bazel, c'est cette notion de graphe d'exécution et une graphe de cache. Premièrement, le graphe d'exécution, en fait, c'est ce qui, voilà, Bazel, quand il va analyser votre dépendance, il va aller chercher toutes ces actions-là, toutes ces règles-là, en fait. Il va créer un graphe en mémoire et il va du coup pouvoir comprendre en fait les dépendances que vous avez, qui dépend de qui, etc., etc. Il est capable en fait de détecter les dépendances croisées. Donc ça, il n'aime pas trop baiser les références croisées. Donc si vous en avez, faites un peu de ménage d'abord avant en fait. De toute façon, il va vous le dire. Parce qu'en fait, Bazel, il a besoin de savoir quelle action il doit exécuter en premier. Donc s'il y a des références croisées, il ne peut pas. Du coup, il est capable de savoir en fait qui dépend de qui, et du coup, pour le coup, il est capable de paralléliser les actions. Donc là, je vous ai mis ici les actions en bleu et en jaune. Bazel sait en fait qu'il peut du coup les paralyser parce qu'elles n'ont aucune dépendance en commun. Et du coup, voilà. Donc, il est capable de distribuer tout ça. Le graphe de cache, c'est la même chose. C'est-à-dire que les actions vont produire du coup un artefact, enfin des artefacts, des résultats, des fichiers. Plein de fichiers, et du coup, Bazel, lui, va prendre ça, il va, comment on appelle ça, il va hacher en fait le contenu avec un SHA-1 256, et il va du coup les stocker en fait sur le disque. Et du coup, pour le coup, il est capable de savoir, juste en regardant en fait la signature des fichiers, quel fichier a été modifié ou pas. Et c'est pour ça en fait qu'il est capable de faire, de rebuilder que les fichiers qui ont été modifiés. Donc tout ça, il est capable de le faire en local. Donc il analyse, il génère du coup un graphe de cache, puis après il lance le graphe d'exécution.
Vous pouvez aussi en fait activer le mode. Il n'est pas activé par défaut. Il faut une petite config en plus. Mais en fait, une fois que vous l'avez activé, c'est transparent pour nous, le développeur en fait. Il est capable du coup de faire la même chose mais en mode remote, c'est-à-dire un cache sur une machine distante, enfin, chez vous ou chez un cloud provider, et faire la même chose aussi, exploiter la puissance du coup des CPU. Notamment, il me semble que l'équipe TensorFlow, c'est ce qu'ils font en fait. Ils buildent beaucoup sur le cloud. N'essayez pas de builder TensorFlow en local, ça fait chauffer le CPU. Je vais vous présenter aujourd'hui juste la partie cache, parce que c'est la plus simple à mettre en place. Donc notamment ici, si vous voulez, donc, par exemple, activer le cache, bien sûr, je vous ai donné un exemple avec Azure, mais n'importe quelle machine fonctionne aussi. Vous créez en fait voilà, une VM où vous prenez votre machine, vous installez un outil qui s'appelle Bazel Remote. Et il existe sur GitHub, il est open source. Et du coup, en fait, c'est lui qui lance un serveur de CAS, lequel du coup vous allez venir le filer à Bazel au moment du build. Donc voilà, pour notre démo aujourd'hui, je vous ai parlé du coup du Catsify. Donc le code, bien sûr, le code il est open source, enfin il est open source. Vous le trouverez sur GitHub. Rapidement, je vais revenir du coup sur les différents fichiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, c'est mon workspace, donc qui définit mon monorepo. Dites-moi si vous voulez que je zoome un peu plus ou c'est bon. Donc en fait, mon workspace, il a un nom. C'est pas obligatoire d'avoir qui porte un nom, mais c'est très recommandé en fait. Donc là, il s'appelle Catsify. Donc toutes mes dépendances, toutes mes règles que je vais écrire plus tard, que je vais vous montrer après en fait, vont avoir comme racine ce workspace-là. Si vous avez déjà fait du Maven ou Gradle ou autre, ou du Node.js, en fait, grosso modo, c'est l'équivalent du package JSON ou du POM.XML. En fait, on va venir définir des dépendances. Par contre, ce qui est un peu différent avec Bazel ici, c'est qu'en fait, on va définir exactement, précisément la version qu'on utilise. Le côté déterministe, en fait. Je crois que ça s'appelle du pinning aussi, je crois que c'est le côté Maven. Donc, en fait, on va définir les versions qu'on utilise. Ici, on télécharge du coup des archives qui vont être du coup des IP en local. Ça, c'est Bazel qui le fait. En l'occurrence, ici, je vais en fait récupérer une archive qui s'appelle, une dépendance qui s'appelle Bazel Skylib. C'est un ensemble d'outils en fait que Bazel utilise en interne, voilà, pour fonctionner. Et puis, comme mon projet dépend du coup, donc il y a du Node.js, il y a du TypeScript qui est compilé en JavaScript, et il y a du Rust qui est compilé en WebAssembly. Donc, je vais avoir besoin du coup de cette règle Node.js, et je vais aussi télécharger les règles Rust, qui du coup me donne en fait toutes les les dépendances Node.js et Rust qui contiennent du coup les règles qui vont permettre de builder du Node.js et de builder du Rust. Oui. Ça, en fait, on peut du coup là. Ah, pardon. Donc comment on peut définir la version Node qu'on utilise? Ça, c'est possible, notamment ici, lorsqu'on va initialiser ou exécuter du coup la dépendance en fait qu'on a récupérée. On peut en fait définir, et d'ailleurs c'est recommandé en fait de définir la version du compilateur, du Node, etc. que vous utilisez pour en tout cas ou du JDK par exemple pour Java, pour justement éviter des problèmes de non-reproductibilité. Voilà, globalement, en fait, le pattern, c'est qu'en fait, je charge, du coup, ce qu'on appelle, dans le sens Bazel, des repositories externes, donc des dépendances externes. Je les charge en interne dans mon projet. Et puis après, je vais pouvoir, du coup, les initialiser. Donc, initialiser notamment le repository Rust, qui va, du coup, me fournir les différentes règles avec les bonnes versions que je veux, du coup. Et en l'occurrence ici, comment on appelle ça, initialiser, du coup, les dépendances Node, qui va du coup aller télécharger cette version de Node en fait que je vais devoir utiliser. Ce qui est bien avec Bazel en fait, c'est que je peux démarrer sur une machine vierge, sans shell, sans dépendance externe. Tout ce je vais pouvoir utiliser en fait, Bazel va les récupérer pour moi. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser en fait des binaires sur votre disque. Donc c'est ça qui est bien. Sauf pour Java, mais c'est en train d'être changé. Et puis npm install va du coup exécuter npm install pour moi en fait. Donc j'ai pas besoin de faire npm install de mon projet, il va le faire automatiquement parce qu'il va gérer son propre cache des dépendances npm.
Donc là, je suis à la racine de mon projet, enfin, je suis à la racine du répertoire API de mon projet, parce que du coup, la partie Angular, elle, je ne la build pas avec Bazel. On va faire du coup une chose à la fois. Ce que je build ici dans ce projet, c'est juste la partie API. Ensuite, du coup, dans ce projet-là, ce qui m'intéresse, en fait, j'ai deux répertoires. Le répertoire Funk et le répertoire Rust. Qui a déjà fait du Azure dans la salle? Ok. Donc en fait, ça c'est un projet Azure Functions en gros pour faire du serverless avec Azure. Donc en fait, voilà, il y a une certaine structure à respecter. Donc en l'occurrence, j'ai deux répertoires ici, Rust et Function. Dans le répertoire Functions, j'ai mon code de ma fonction du coup qui va tourner en mode serverless dans le cloud. Et on s'en fout en fait du code qu'elle exécute, mais peu importe. Elle va juste appeler une fonction et du coup, il va retourner le résultat. Le cœur de mon algo, je mets des guillemets entre algo, c'est juste un random en fait, est écrit en Rust, juste pour l'exemple ici en fait. J'ai dû apprendre Rust en 3 jours hein, pour écrire, donc je ne suis pas du tout expert Rust, mais en tout cas, ça fonctionne. Du coup, la partie JavaScript en fait se charge uniquement d'aller appeler le module WebAssembly, récupérer la fonction Catsify, l'appeler avec un nombre aléatoire, que du coup on va passer à Rust, et du coup Rust va parcourir un tableau d'adjectifs, un tableau de noms propres, etc. Il me retourner à une chaîne de caractères. Hop. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de workspace, je vous ai parlé aussi des builds. Donc le build file, c'est ce qui me permet de définir comment je vais builder ma dépendance. Donc en l'occurrence ici, j'en ai deux. J'ai une dépendance Rust et j'ai un package Rust et j'ai un package TypeScript. Dans le package Rust, donc j'ai mon code Rust qui est ici. Et j'ai du coup la règle qui va me permettre en fait d'expliquer à Bazel comment j'ai envie de builder ce package. Donc très simplement, j'ai ici appelé, on va dire, j'ai invoqué la règle qui s'appelle Rust Binary qui me permet du coup de générer un binaire à partir de sources Rust, de fichiers source Rust. Ici, j'en ai qu'un, mais si j'en avais plusieurs, je peux aussi les charger. Ça permet aussi du coup de passer des paramètres en fait à cette règle. Donc là, ces arguments en fait que vous voyez ici, c'est l'équipe qui a développé cette règle, qui a défini ces paramètres-là. Donc l'équipe aussi, nous demande de renseigner donc l'édition, donc la version de Rust que je buildais, et puis les différents flags qui seront passés au compilateur Rust. Ce qui est intéressant du coup ici, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Bazel en fait, il est hermétique, les packages sont hermétiques. Il ne sait pas en fait de quoi vous avez besoin, il sait quoi ce que vous voulez générer. C'est à vous de lui dire en fait tout ça. Donc là, je lui ai dit ce que je veux compiler, mais c'est pas tout. Je suis obligé aussi de lui dire d'aller aussi chercher ces dépendances-là parce que mon code Rust ici dépend d'un package Rust qui s'appelle wasm-bindgen. Donc, si je ne mentionne pas cette information-là à Bazel, Bazel va cracher en fait parce qu'il ne trouve pas cette dépendance. Parce que voilà, le côté hermétique encore. Donc ça, c'est la petite contrainte, on va dire, avec Bazel, c'est qu'il faut lister toutes les dépendances que vous avez par exemple listées dans votre livret ici. Donc là, en l'occurrence, j'en laisse qu'une. Mais typiquement, voilà, si dans le contexte Angular, si j'ai un J-module où j'ai 20 dépendances, il faut que je liste ces 20 dépendances-là. Après, par contre, je suis serein, parce que je suis sûr et certain que mon build va toujours builder de la même manière. Et justement, j'aurai pas de souci. Puis derrière, ici, voilà, j'ai un nom. En fait, chaque règle doit avoir un nom, obligatoirement. Donc ici, je l'appelle Catsify bin. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, lorsque je vais devoir prendre mon fichier Rust qui a été compilé avec Bazel et générer un WebAssembly, donc là, je suis obligé d'appeler du coup une autre règle qui s'appelle Rust wasm-bindgen. Ce que je vais lui dire, en fait, je vais lui dire, au lieu de lui dire, en fait, va d'abord compiler les fichiers Rust, puis après tu compiles en WebAssembly, je dis non, en fait, va juste prendre le résultat de l'autre règle qui s'appelle Catsify bin, prends les fichiers qui ont été générés, et puis du coup, utilise-les pour générer un WebAssembly. Donc pour ça, en fait, la syntaxe, vous voyez ici, j'ai mis 2 points. Donc en fait, 2 points, ça veut dire que dans le package actuel, va chercher une règle qui s'appelle Catsify bin. Donc il se trouve en fait qu'elle est définie ici.
Par contre, tout à l'heure, vous avez vu en fait ici ce qu'on appelle du coup un label dans la nomenclature Bazel. En fait, ce label est un peu plus explicite, plus canonique en fait. C'est parce que en fait, je vais devoir aller chercher cette règle-là, wasm bindgen, mais qui se trouve en fait dans un autre workspace qui lui s'appelle rules Rust. Donc à la racine en fait de ce workspace-là, genre dans un répertoire, et dans ce répertoire, il y a un sous-répertoire qui s'appelle raise, et donc raise contient du coup une règle qui s'appelle wasm-bindgen. Donc c'est comme ça que fonctionne Bazel en fait, avec une sorte de label où du coup j'ai on appelle ça un workspace avec du coup des sous-répertoires et un label. Et donc voilà, après donc là j'ai une règle qui est en dehors qui permet juste de tester en fait que mon WebAssembly qui est généré marche bien. Donc en l'occurrence ici voilà, ça va exécuter du Node derrière. En fait ça va générer le nécessaire et ça va exécuter du coup mon fichier JS généré avec du Node, la fameuse version que j'ai téléchargée tout à l'heure. Et en dépendance, elle va prendre du coup les deux fichiers qui ont été générés par les deux règles précédentes. Et ici, bon, c'est un peu spécial du coup, cette règle-là en fait prend un fichier en entrée, en l'occurrence ici qui s'appelle test.js, mais en fait, ce qui fait du coup derrière Bazel, c'est qu'il va chercher les règles, s'il ne trouve pas de règles, du coup il va se basculer en mode fichier. Et en l'occurrence ici, j'ai un fichier qui s'appelle test.js et du coup il va l'exécuter. Enfin, il va le prendre du coup en entrée. Donc voilà par rapport à par rapport donc à comment on build du Rust. Donc derrière, à côté du coup, j'ai mon fameux TypeScript. Et là tout simplement, je dis à Bazel comment je veux builder cette dépendance à TypeScript. Donc je lui prends mon fichier qui s'appelle index.ts. Ce fichier-là du coup dépend de deux autres modules npm. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, j'utilise du coup Azure Functions et j'utilise du coup un autre fichier. Donc je les liste ici, Node pour les types, et là Azure Functions parce que du coup j'ai une API que j'appelle en fait derrière. Et puis ça, lorsque je vais l'exécuter, en fait, ça va me générer du coup un DTS, donc un fichier de définition de type TypeScript, et un JavaScript. Est-ce que déjà c'est assez clair pour ça? Voilà, un répertoire avec un build Bazel dans lequel je vais définir comment je vais builder en fait. Et bien sûr, en fait, vous demain, quand vous allez tester Bazel chez vous, ce sera complètement différent de là, parce que ça va dépendre de ce que vous êtes en train de builder, etc. Après, bon, tout est bien documenté quand même, donc ça c'est cool. En local, ce que je vais faire, du coup, parce qu'il reste 3 minutes, je vais lancer donc builder mon projet. Donc en l'occurrence, je vais lancer npm run build qui derrière fait simplement un Bazel build, la règle qui s'appelle func. Donc func, en l'occurrence, c'est cette règle-là, ici. Donc là, quand je vais exécuter, vous allez voir en fait que le build, normalement, va se faire assez rapidement. Et là, vous dites, waouh. En fait, là, j'ai un peu triché parce que j'ai déjà pré-buildé le projet tout à l'heure avant de venir parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de Wi-Fi en fait, dans la salle. Ce que je vais faire, du coup, là, c'est que je vais juste faire un npm. En fait, je vais purger le cache de Bazel pour faire un vrai build en fait, de zéro. Et vous allez voir, du coup, là, ça va prendre à peu près 2 minutes en fait, à builder la première fois. Je vais essayer, du coup, de parler. Donc, ce qu'il va faire ici, en fait, c'est qu'il va lire du coup les différentes versions que j'ai spécifiées dans mon projet, le workspace, récupérer les différents repositories, setup les Node.js, Rust, récupérer les compilateurs, etc. Après, il va en fait crawler mon projet, lire les différents build files que j'ai spécifiés. En fait, il va construire son petit graphe de dépendance. Mais en fait, comme moi, j'utilise Rust et j'utilise Node.js, mais Rust et Node.js dépendent aussi en fait de d'autres dépendances. Donc, en fait, il va comme ça en fait crawler toutes les dépendances jusqu'à fait ce qu'il ait tout en mémoire, et après il va tout rebuilder from scratch. Donc c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et comme du coup j'ai le remote cache qui est configuré, il va envoyer tout ça sur mon serveur distant. Le remote cache est super important en fait lorsqu'on bosse en équipe, parce qu'en fait ça permet du coup de... J'ai pas besoin de refaire en fait un build, c'est mon collègue en fait a déjà fait la même chose. Il reste 30 secondes du coup. Donc je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Mais en tout cas, la première fois, ça va mettre du temps.
Mais généralement, c'est la toute première fois, parce qu'après, normalement, vous n'êtes pas censé vider votre cache. Faire confiance à Bezel. Là, c'est pour la démo. Normalement, c'est marqué dans la doc sur le site, ne jamais exécuter Bezel Purge. Donc là, il est en train de compiler toute la planète, toutes les dépendances dans déploiement projet. Et c'est fini. Voilà, on peut continuer? Non. Il est gentil. C'est cool. Voilà, mais après, les builds suivants, en fait, normalement, vont être super rapides parce que, voilà, je vous avais mis ici une capture d'écran au cas où ça ne marche pas. La première fois, tout à l'heure, ça a pris 99 secondes, puis après, la suite, ça a pris 0,4 secondes, en fait. Parce que, voilà. Même, en fait, en changeant un ou deux fichiers, ça prend beaucoup moins de temps, en fait. Donc voilà, puis après, en fait, tout ça, c'est déployé sur une CI/CD qui est sur mon GitHub. Et puis, voilà, si vous voulez démarrer demain, il y a cette commande-là avec NPM, ça vous permet de démarrer, en fait, un projet Bezel de zéro pour jouer un peu, pour tester. Ça, c'est le lien pour le tool qui est beaucoup plus complexe, celui-là. Et puis ça, c'est les différents liens sur Bezel et sur le code source de Catsify. Et puis, je finis du coup. Donc, vous avez mes contacts si vous voulez poser des questions, parce que là, on n'a plus le temps. Désolé. Merci du coup, j'ai fini.